Bonsoir, frère. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, 7 avril 2015, jour pour jour, cela fait 4 ans que Issoufou Mahamadou, élu président de la République, prêtait officiellement serment à l'issue d'élections libres, transparentes et démocratiques. La 7e République venait ainsi de naître et une nouvelle page de l'histoire politique venait de s'ouvrir dans notre pays. 4 ans. Un anniversaire qui, objectivement, appelle ce qu'on appelle communément un bilan. Bilan de la mise en œuvre du programme de Renaissance sur la base duquel, Monsieur le Président, vous avez été élu par le peuple nigérien. Un programme que vous avez vous-même reconnu comme ambitieux, s'articulant autour d'engagements précis et traduit en 8 axes stratégiques. Où en sommes-nous donc après ces 4 ans dans la mise en œuvre de ce programme? Autrement dit, quels sont les résultats obtenus? Sont-ils satisfaisants ou non? Peut-on parler en définitive de réussite ou d'échec? C'est la question centrale de cette conférence de presse qui sera animée par la presse nigérienne représentée dans toutes ses composantes ce soir. Vous avez également, Monsieur le Président, des journalistes et des correspondants de la presse étrangère. Au nom de tous ses collègues et confrères, Monsieur le Président, je vous souhaite joyeux anniversaire de prime abord. Merci. Merci encore une fois de nous recevoir ici, au palais présidentiel. Et accordez-moi le privilège de poser la première question. Dans quel état d'esprit, Monsieur le Président, abordez-vous cet anniversaire qui intervient, il faut le noter, dans un contexte marqué par de multiples défis sécuritaires? La sécurité étant justement l'un des axes prioritaires de votre programme. Ben, je suis un militant. J'ai toujours été un militant. J'aborde cet anniversaire avec un esprit très combatif. Et je voudrais à cette occasion rappeler que il y a 4 ans de cela, quand on arrivait aux affaires, je l'ai dit ce matin, on savait ce qu'on avait à faire. On avait des objectifs, vous l'avez rappelé, qui étaient clairement contenus dans le programme de Renaissance. Ces objectifs ont été déclinés en 8 axes, vous l'avez rappelé aussi, mais vous me permettrez de les rappeler. Le premier axe du programme de Renaissance, c'est l'État. Comment renforcer l'État? Comment mettre en place au Niger des institutions démocratiques fortes? Comment mettre en place au Niger un État démocratique fort? Voilà le premier axe. Le deuxième axe, objet de votre question, c'est la sécurité. La sécurité intérieure du pays et la sécurité extérieure. Le troisième axe, vous le savez, c'est nourrir les Nigériens avec l'initiative troisième. L'axe 4 porte sur les infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques. Dans le secteur également des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et également
dans le secteur de l'infrastructure urbaine. Le 5e axe, c'est éduquer les Nigériens, les former à tous les niveaux, du niveau primaire jusqu'au niveau supérieur. Et le 7e axe, c'est le 6e axe, c'est la santé, promouvoir la santé, soigner les Nigériens. Le 7e, créer les conditions de l'accès à l'eau et à l'assainissement aux Nigériens. Et enfin, le 8e axe, c'est créer des emplois. Voilà les 8 axes qui sont contenus dans ce programme que j'ai présenté aux Nigériens et sur la base duquel les Nigériens m'ont fait confiance. Et depuis 4 ans, c'est devenu maintenant une tradition. Je fais le bilan, je rends compte aux Nigériens de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Mais je dirais surtout de ce qui a été fait. Parce que vous verrez, dans le développement que nous allons faire au fur et à mesure que vous me poserez des questions, que le programme de renaissance est réalisé presque partout, dans tous les secteurs, presque à 100%. En tenant compte, bien sûr, des objectifs à la fin de la 4e année, puisqu'il y a encore 1 an de mise en œuvre de ce programme qui nous reste. Vous avez en même temps posé une question, je crois, c'est sur la sécurité. La sécurité, c'est le second axe, vous l'avez noté, du programme de renaissance. Et s'il y a un point sur lequel on a beaucoup réfléchi avant d'arriver au pouvoir, c'est bien le secteur de la sécurité. Nous avons beaucoup anticipé sur les menaces auxquelles notre pays est exposé. Au moment où on rédigeait le programme de renaissance, on avait une carte de la zone sahélo-saharienne. Parce que vous savez, on dit que l'identité d'un pays est d'abord définie par sa position sur une carte. Et en regardant la carte de l'Afrique, en regardant la carte du Sahel, de la zone sahélo-saharienne, la première chose qui frappe, c'est la position centrale du Niger, dans cette zone qui s'étend de la Mauritanie au Soudan. Et à partir de ce constat, nous avons essayé d'évaluer les menaces auxquelles le Niger risque d'être exposé. Comment protéger les Nigériens face à ces menaces? Et ces menaces, c'est le terrorisme, vous le savez. Ces menaces, c'est le crime organisé également. Ces menaces, c'était les forces centrifuges qui étaient à l'œuvre déjà au Mali. Et face à tout ça, face à cette donnée, je dirais, puisque j'ai parlé de la position du Niger sur la carte, c'est une donnée géopolitique importante. Face à cette donnée géopolitique importante, nous avons défini une stratégie. Une stratégie qui prévoit, premièrement, d'instaurer ce que nous avons appelé le monopole de la violence de l'État. Deuxièmement, notre objectif a été de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, de renforcer les capacités de renseignement également des forces de défense et de sécurité. Et troisièmement, notre stratégie a porté sur la diplomatie, parce qu'il fallait utiliser la diplomatie au service de la sécurité du Niger. Alors si je prends ces différents points, par rapport au monopole de la violence, nous nous sommes mobilisés pour empêcher qu'il y ait des armes de guerre à la disposition de quelques groupes que ce soit au Niger, en dehors de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons recensé tous les Nigériens qui détiennent des armes de manière légale. Et nous avons décidé de retirer toutes les armes, en particulier de guerre, qui sont détenues de manière illégale. Nous avons aussi procédé au déminage de certaines zones du Niger qui ont été théâtre de conflits par le passé. C'est en particulier le cas de la région d'Agadez. Ensuite, je l'ai dit, nous avons essayé de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité, les capacités opérationnelles. Cela passe bien sûr par un accroissement des effectifs
On a beaucoup recruté dans les forces de défense et de sécurité pendant ces 4 dernières années. On les a formés, on les a entraînés, on les a formés en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Ensuite, on les a équipés. On a, vous le savez, acheté même des avions de chasse pour assurer la sécurité du Niger, puisque le Niger est un pays très vaste. Donc, cette dimension aérienne était extrêmement importante à développer pour la sécurité du pays. Nous avons également, je l'ai dit, renforcé les capacités de renseignement. Nous avons même acheté un avion de renseignement très performant et qui nous rend beaucoup de services dans la situation actuelle que nous connaissons. Ensuite, nous avons aussi défini un certain nombre d'actions à entreprendre. La première action qui relève de la sécurité quotidienne, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les patrouilles rurales. C'est des patrouilles régionales, départementales, qui sillonnent quotidiennement le Niger, qui vont dans tous les villages de manière régulière pour sécuriser les habitants, les citoyens nigériens. Vous savez combien de véhicules on mobilise? Pour vous donner un exemple de l'ampleur de l'entreprise, j'ai fait le point tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur, c'est près de 800 véhicules qu'on fait circuler tous les jours à l'intérieur du Niger, dans les villages du Niger, pour sécuriser les Nigériens. Ça, c'est les opérations quotidiennes de sécurité, que ce soit sécurité urbaine ou sécurité rurale. Mais à côté de ça, nous avons aussi ce qu'on peut appeler des grandes opérations, des opérations lourdes. On a lancé 3 opérations lourdes, ou même 4. La première, en arrivant aux affaires qu'on a lancée, c'est l'opération Malibéro. Pourquoi cette opération? Cette opération, nous l'avons lancée pour endiguer les effets négatifs de la crise libyenne. Et vous avez vu que la crise libyenne a eu des conséquences ailleurs qu'au Niger. Elle a sauté le Niger pour avoir des conséquences que vous connaissez dans un pays voisin. Donc ça, c'est la première opération lourde qu'on a eu à mettre en place pour sécuriser notre pays et pour empêcher à quelques fractions armées que ce soit de prendre pied sur notre territoire. La deuxième opération lourde qu'on a eu à lancer, c'est pour faire face aux conséquences de la situation au Mali. C'est ce qu'on appelle l'opération Corée, ça veut dire bouclier en germain. Et cette opération, elle est installée dans le nord, Tillabéri, pour empêcher toute infiltration terroriste sur notre territoire. La troisième opération concerne la région de Difa. C'est l'opération Inga. Cette opération aussi Inga en Bérébéri veut dire bouclier. Et celle-là est dirigée pour sécuriser la région de Difa contre Boko Haram. Et enfin, il y a une opération qu'on a mise en place en collaboration avec les Tchadiens, qu'on appelle opération Maïdounama. C'est l'offensive que nos forces ont menée à l'intérieur du Nigeria, en profondeur à l'intérieur du Nigeria, pour chasser Boko Haram des villes du Nigeria. Cette opération a été lancée le 14 mars et elle est pratiquement terminée avec un réel succès, puisque tous les objectifs ont été réalisés, tous les objectifs ont été atteints. Nous avons libéré la ville de Damasak, la ville de Douchi, la ville de Gashgar et la ville de Malanfotri. Et je vous affirme, nos soldats se sont battus comme des lions. Et d'ailleurs, les Tchadiens disent, mais les soldats nigériens, c'est des lions. C'est ce que disent les soldats tchadiens. Alors nous-mêmes, nous disons que les soldats tchadiens, c'est des lions. Et eux, ils disent que les soldats nigériens, c'est des lions. Et donc, Boko Haram avait affaire à 2 armées de lions. Et c'est tout à fait normal qu'on ait écrasé Boko Haram. Beaucoup d'efforts donc, comme vous venez de le relever, Monsieur le Président, dans le cadre de la sécurité. Et la sécurité, telle que nous venons de le relever, se trouve être le levier de tout développement. Et ce développement ne peut s'accomplir sans une économie viable, réformante, garantissant des investissements multiformes dans tous les domaines. Nous allons en parler de l'économie, de la relance de l'économie nigérienne qui constitue le 3e axe de votre programme. Alors, question tout d'abord de Sanda, Siraji de l'ONEP et de Lawal Mani de Niger 24. Oui, bonsoir. Quotidien national de Sahel. Ma question est relative à la sécurité. Comme vous venez de l'expliquer, beaucoup d'efforts ont été consentis par le gouvernement en 4 ans de gestion en matière de sécurité intérieure et d'opérations extérieures.
Ma question est de savoir, Monsieur le Président, finalement, est-ce que la gestion de ce volet sécurité n'a pas contrarié aux objectifs d'investissement dans les autres secteurs? Avez-vous pour maintenir l'équilibre pour les dépenses de sécurité et celles des autres secteurs sociaux? Oui, merci. Ce matin, à l'occasion de l'inauguration de la Blue Zone, je disais que nous avons connu deux chocs. Le premier choc, c'est le choc sécuritaire. Le deuxième choc, c'est le choc climatique, parce que sur les 4 ans, nous avons connu 2 ou même 3 années de sécheresse. Et malgré ces chocs-là, je pense que nous avons tenu la route. C'est vrai que davantage de ressources ont été consacrées à la sécurité, davantage que prévu. On aurait pu investir ces ressources qu'on a investies dans la sécurité ailleurs. Mais vous verrez, quand on va passer à travers les différents axes qu'on a cités, je pense que les réalisations qu'on a faites dans les autres secteurs sont assez honorables. Parlons de l'économie, précisément, si vous avez une question précise. Ok, merci. Monsieur le Président, dans le plan de financement du programme de la Renaissance, il était prévu 50% de ressources internes et 50% de ressources externes. D'après le bilan présenté, la mobilisation des ressources externes se limitera à 26%. Comment avez-vous pour combler ce gap? La mobilisation des ressources internes, externes, vous dites, ne se limite pas à 26%. Nous avons prévu effectivement, pour financer le programme de Renaissance, 6 200 milliards de francs CFA sur 5 ans. 50% en ressources internes, 50% en ressources externes. Pour les ressources internes, nous sommes à la fin de l'année 2014 à 3 300 milliards à peu près du franc CFA. Donc on va dépasser largement, à la fin de l'année 2015, on va dépasser largement les prévisions qu'on a faites dans le programme de Renaissance en ce qui concerne la mobilisation des ressources internes. Maintenant, pour les ressources externes, on a mobilisé, il ne faut pas confondre mobilisation et décaissement. On a mobilisé 3 200 milliards de ressources externes. 3 200 milliards. Et on a effectivement décaissé 1120 milliards. C'est ce qui fait le gap. Et notre objectif, c'est d'accélérer le pas pour pouvoir consommer davantage les ressources externes qu'on met à notre disposition. Et c'est là quelque chose que je déplore. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'État. C'est une question importante. C'est une question centrale. La question de l'État. Et c'est pour cela qu'on l'a mise en tête de notre programme. C'est la première priorité qu'on a mise. On n'a même pas mis la sécurité en première priorité. On a mis l'État. On en parlera, Monsieur le Président. L'État. Donc si on en reparlera, donc vous verrez, j'expliquerai en ce moment-là pourquoi peut-être certains projets n'ont pas été présentés à temps pour pouvoir décaisser les financements qui sont mis à notre disposition par nos amis extérieurs. Mais sinon, nous pensons que nous allons totalement couvrir les 6 200 milliards de francs CFA que nous avons prévus pour le financement du programme de Renaissance. Merci. D'autres questions économiques, s'il vous plaît? Monsieur le Président, je voudrais, si vous permettez, revenir sur l'axe 2 par rapport à la sécurité, puisque c'est un axe que vous avez en tout cas placé en deuxième position sur les 8 axes, n'est-ce pas, du programme de la Renaissance. Alors, j'aimerais parler du renforcement des capacités des FDS et aussi de l'amélioration des conditions de vie, effectivement, et de travail de ces FDS et du renforcement du moral des troupes, compte tenu de ce qui se passe à l'est du pays, mais notamment à Difa. N'y a-t-il pas lieu, n'envisagez-vous pas effectivement de rehausser l'enveloppe budgétaire de la défense? Merci, monsieur. Bien, d'ailleurs, vous faites bien de revenir sur la sécurité parce qu'il y a d'autres aspects que j'ai oubliés dans la réponse tout à l'heure. Les aspects que j'ai oubliés portent sur la diplomatie, j'ai évoqué ça. Nous avons eu une diplomatie forte. Nous avons eu une diplomatie dynamique. Et c'est dommage d'ailleurs qu'au plan diplomatique, qu'on ne nous ait pas toujours écoutés. Par exemple, si je prends le cas de la crise libyenne, nous avons très tôt tiré la sonnette d'alarme. Nous avons dit, attention, il ne faut pas que la solution soit pire que le mal. Je me rappelle d'ailleurs, c'était mes propos, exactement quand j'étais au sommet du G8 à Deauville, j'avais dit que c'est bien de chercher peut-être à remplacer Kadhafi, mais attention, il ne faut pas que l'après Kadhafi soit pire que le statu quo.
Et j'avais indiqué qu'il y avait des risques que l'État se dissolve en Libye, que l'État se somalise, c'était l'expression que j'ai utilisée. Il y avait des risques aussi que le pouvoir tombe entre les mains d'intégristes, de terroristes en Libye. Aujourd'hui, on a les deux risques qui sont présents. Aujourd'hui, la Libye n'a pas de pouvoir central. Aujourd'hui, en Libye, il y a deux États. Un État à Tobrouk, un État à Tripoli. Et au milieu de tout ça, il y a des milices qui se font la guerre. Le sud libyen est devenu un sanctuaire pour les terroristes. Notre diplomatie a attiré l'attention, a fait le forcing à la limite sur la situation en Libye, mais on ne nous a pas entendu. Comme d'ailleurs sur le Mali, on a eu des positions très, très justes sur le Mali. Beaucoup de pays le reconnaissent aujourd'hui. Et même contre Boko Haram, nous avons été parmi les premiers à proposer des solutions, mais on nous a écoutés que tardivement. Donc on a eu une diplomatie très très forte. Et c'est pour cela que je profite pour rendre hommage au chef de notre diplomatie, Bazoum, qui a apporté une contribution très importante sous l'angle de la sécurité, mais il n'y a pas que sous l'angle de la sécurité. Toujours dans le domaine de la sécurité, je crois qu'il y a un autre aspect sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est sur ce que les militaires appellent la Trinité. La Trinité peuple, État, armée. C'est un mot d'un célèbre général allemand, Clausewitz, qui disait chaque fois qu'il y a une guerre, il faut chercher à souder, à avoir cette trinité-là, le peuple, le gouvernement et l'armée. Et nous avons cette trinité-là. Vous voyez bien comment le peuple nigérien soutient les forces de défense et de sécurité. Vous l'avez vu le 17 février, et ces manifestations de soutien qui se sont déroulées à Niamey et dans les autres villes à l'intérieur du pays. Donc le peuple adhère au combat contre le terrorisme. Et c'est pour cela que nous faisons aussi beaucoup d'actions civilo-militaires, surtout dans les régions qui sont très fortement exposées aux menaces. Est-ce que envisagerez-vous de rehausser l'enveloppe? Vous n'avez pas de problème? Oui, nous prévoyons de faire un collectif budgétaire au mois d'avril. Probablement, on va affecter encore davantage de ressources à la sécurité. Ok, je vous remercie. Évoluons dans une dynamique progressive, si vous voulez. Continuons avec l'économie. Méga. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à l'économie. Mais avant, il y a une question qui me tient à cœur en rapport avec la sécurité. J'ai vu, vous avez parlé tantôt du renforcement des forces de défense et de sécurité, de recrutement, etc. Mais pensez-vous que le tout sécuritaire et le tout répressif servirait à endiguer le problème sécuritaire du Niger? Ne pensez-vous pas plutôt qu'il faut chercher le problème à la base? Alors, moi, je ne comprends pas votre question. Le tout sécuritaire, le tout répressif, je ne vois pas où se trouve la répression. Il n'y a pas de répression. Nous cherchons, non pas à réprimer, mais à protéger le peuple nigérien. On ne réprime personne. On ne réprime personne. Notre pays est un pays démocratique. C'est pour cela que j'aurais voulu qu'on discute de l'État. Nous avons un État démocratique. Personne ne peut le contester aujourd'hui. Personne ne peut contester aujourd'hui que nous sommes en train de réaliser les promesses contenues dans notre Constitution qui définit les droits et les devoirs des citoyens. Mais seulement, je dis bien droits et devoirs. Ce qui fait la différence entre certaines conceptions de la démocratie, c'est que nous sommes pour un État démocratique fort. Parce qu'il n'y a pas d'État faible, capable de diriger et de faire progresser un pays. Je ne suis pas partisan de la dictature, mais je ne suis pas non plus partisan de l'anarchie. Moi, je pense que on peut dire que l'anarchie et la dictature sont à la démocratie, c'est que, je dirais, la lâcheté et la témérité sont au courage. Pour être un démocrate, il faut être très courageux. Il faut, vous savez, on dit que dans chaque homme, dans chaque être humain, il y a l'homme et la bête. C'est difficile d'être l'homme dans l'être humain. C'est difficile que l'homme émerge parce que ça a besoin de beaucoup d'efforts pour dominer les passions,
alors que la bête peut céder à toutes ses pulsions. Et ce qui s'est passé, par exemple, les 16 et 17 janvier, c'est peut-être à ça que vous faites attention, allusion quand vous parlez de répression, mais ça c'est la bête qui a agi. Les gens qui sont sortis, qui ont tué des Nigériens, qui ont saccagé des édifices publics, qui ont saccagé des églises, des lieux de culte. Ça, c'est pas acceptable. Ça, il fallait que l'État prenne ses responsabilités, que l'État applique la loi. On a un ordre, on n'est pas en anarchie, on a un ordre qu'il faut respecter, et l'ordre, c'est la condition de la liberté. Vous parlez de répressif. Je ne comprends pas votre question du tout. Hein. En tout cas, bien que je ne l'ai pas compris, je vous ai donné une réponse. Je crois que nous avons assez parlé de la sécurité. Je vais aborder sur je dis en parlant de l'économie, parce que les 8 axes sont aussi importants les uns que les autres. Donc je vais abonder sur l'économie alors. Aujourd'hui, Monsieur le Président, l'évolution de la dette publique, elle est préoccupante. Elle a accédé, elle a atteint les 40% du PIB en 2014. Le déficit budgétaire a fortement augmenté, moins 5,6% du PIB en 2014. En outre, le stock public d'arrêts de paiement reste important. Les finances publiques font état de manière chronique de sous-exécution des dépenses d'investissement et de sous-performance en matière fiscale. Alors, quelles sont les mesures prises pour remédier à tout cela, surtout quand l'on sait que la situation sécuritaire actuelle risque de peser lourdement sur la performance économique du pays? Alors, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de réponses à apporter parce que la plupart des questions que vous soulevez sont fausses. Je m'explique. D'abord, depuis 4 ans, malgré les chocs auxquels j'ai fait allusion, je pense que nous avons pu préserver la stabilité macroéconomique du pays. Nous avons un taux de croissance qui est bon, qui tourne autour de 7%. Alors que le taux de croissance moyen de 1990 à 2010 était de 3,4%. Nous, sur les 4 ans, nous avons un taux de croissance moyenne de notre économie qui tourne autour de 7%. Premier point, premier indicateur. Deuxième indicateur, c'est l'inflation. Notre objectif, c'était de contrôler l'inflation en dessous de 3%. Nous avons une inflation moyenne sur les 4 ans de 1,2%. Troisième objectif, la dette. Mais vous savez, le plafond de dette autorisé, vous savez quel est-il? Dites-moi, quel est le plafond de dette autorisé par les institutions financières internationales? C'est 70% du PIB. Le Japon a un ratio de la dette par rapport au PIB depuis 200%. La Grèce a un ratio du PIB par rapport de l'endettement par rapport au PIB de 176%. Les États-Unis, c'est proche de 100%. La France aussi, c'est proche de 100%. Mais nous, on n'est pas à 40% comme vous le dites. Nous sommes à 27%. Le ratio, 27%. Alors que nous avons la marge, nous pouvons aller jusqu'à 70%. Mais pourtant, nous sommes à 27%. Et dans cette dette que nous avons, il y a beaucoup d'éléments d'ombre dans cette dette. Donc, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de feu dans la maison par rapport à la dette. C'est pour cela que j'ai dit que vous êtes mal informés. Donc, voilà les bonnes informations. Vous mieux prendre ces informations et les mettre dans votre journal. Bien, autre question économique, s'il vous plaît. Allez-y. Radio Enfani. Je voudrais revenir un peu sur la question de la sécurité. Oh. Oui. Oui. Excellence, vous avez avec détermination demandé l'intervention internationale en Libye. Mais c'est le soutien nécessaire. Quelle est aujourd'hui votre posture actuelle par rapport à cette question, notamment malgré l'hostilité de certains pays de la Ligue arabe? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Ça fait partie de la dimension diplomatique des efforts que nous avons développés dans le domaine de la sécurité. Et d'ailleurs, ces efforts nous ont permis aussi de tisser beaucoup d'alliances avec des pays voisins, mais avec des pays amis, avec lesquels nous travaillons beaucoup pour assurer la sécurité des Nigériens. Maintenant, en ce qui concerne la Libye, on ne peut pas laisser le chaos se poursuivre en Libye. Il faut une solution. Puisque tant qu'il y aura le chaos en Libye, il y aura toujours des répercussions sur le Niger.